Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de votre fidélité à notre rendez-vous santé du jeudi. Un rendez-vous aujourd'hui masqué pour vous rappeler l'importance des mesures barrières pour essayer de freiner l'explosion de la 5e vague. Le Covid long est le terme consacré utilisé pour décrire l'ensemble des symptômes variés qui peuvent persister de longues semaines, voire plusieurs mois après une infection par le SARS-CoV-2. Maladie partie de Wuhan, en Chine, en novembre 2019, est devenue pandémie mondiale. Dès le mois de juin 2020, donc très tôt, le docteur Nicolas Barizien, médecin du sport, chef du service de médecine physique et de réadaptation fonctionnelle de l'hôpital Foch, crée le programme Réhab Covid. Le docteur Laurent Uzan, directeur du diplôme universitaire de cardiologie du sport, praticien à l'IMSS, Institut médical sport santé, spécialisé dans les bilans cardiologiques et l'accompagnement des sportifs de haut niveau, apporte son expertise à ce programme de récupération qu'il adapte à cette toute nouvelle pathologie. C'est leur expérience qu'ils nous livrent dans un ouvrage salutaire, très pratique, au titre explicite, Covid long, comment s'en sortir, chez Marabout. J'ai le plaisir d'accueillir cet après-midi un des deux auteurs, le docteur Laurent Uzan, ami fidèle de notre émission. Bonjour. Docteur Uzan, bonjour, merci d'être parmi nous et de venir nous présenter ce livre utile qui offre de l'espoir, des perspectives et des ébauches de solutions face à une pathologie fréquente, déroutante, décourageante, invalidante, dont on ne savait pas grand-chose il y a peu. Vous avez parfaitement résumé la situation. C'est essayer d'offrir un petit peu d'espoir à ces gens qui ont été en errance diagnostique pendant des mois, voire maintenant on arrive même pour certains à quelques années, et qui se sont retrouvés avec des symptômes qui les ont parasités dans leur vie quotidienne, dans leur vie professionnelle, dans leur vie personnelle, qui n'avaient aucune porte de sortie et chez qui on propose des solutions qui, on le verra, marchent en tout cas dans une bonne partie des cas et qui permettent de les améliorer, voire de les guérir pour certains complètement. Alors c'est le but que vous êtes donné avec cet ouvrage. Vous dites il faut accompagner les malades avec nos connaissances, nos espoirs, notre expérience, les informer, les rassurer, sans leur cacher la vérité. Clairement, la vérité, c'est que tous ceux qui ont des discours avec « on sait », c'est faux. Pour l'instant, le Covid, on sait rien, on apprend au fur et à mesure, on découvre au fur et à mesure. Donc, personne n'est capable de donner une réponse sur ce qui se passe, sur le Covid maladie aiguë ou sur le Covid maladie chronique, Covid long. Et effectivement, pour l'instant, on a beaucoup de points d'interrogation. Et après, c'est ce qu'on explique dans le bouquin. Parfois, il vaut mieux avoir des points d'interrogation sur le pourquoi et au moins offrir des pistes sur la porte de sortie. Et mieux vaut ne pas savoir en fait la cause d'une maladie, mais pouvoir la traiter, la guérir, plutôt que de trouver une cause et puis vous dire derrière, écoute, on n'a rien à faire. Là, au moins, on essaie de proposer des solutions pour les gens qui sont impactés par ce Covid long. Alors, vous allez peut-être nous donner la définition du Covid long. Alors, pour la HAS, c'est les SPAC, c'est les symptômes prolongés après Covid. Vous avez peut-être quelque chose à rajouter? Alors, en pratique, effectivement, le Covid long, déjà, il faut comprendre que ce ne sont pas les gens qui ont été en réanimation. On ne parle pas des gens qui ont eu un Covid sévère, qui ont été impactés de façon vraiment aiguë, sur ce virus. Et très clairement, on s'adresse à une autre population. On s'adresse à une population, souvent, on le verra, on pourra en discuter plus jeune, qui va présenter un Covid assez léger, modéré, avec des symptômes, finalement, de petite grippe ou de choses comme ça, initialement, mais qui, par contre, plusieurs mois après l'infection, va déclarer des symptômes comme une fatigue chronique, une fatigabilité à l'effort, des essoufflements, des palpitations, des troubles dermatologiques, des troubles gastro-entérologiques. On a tout un cortège de symptômes. On va détailler, docteur Uzan. Qui arrive 3 à 6 mois, globalement, après l'infection initiale. Alors, on disait très, très invalidant, et dans certaines études, les 3/4 des malades estiment l'impact sur leur qualité de vie insoutenable. Oui, clairement. Clairement, on a affaire à des gens qui sont dans une vraie détresse psychologique initialement quand on les prend en charge, parce que déjà personne ne les croyait au tout début. Parce qu'effectivement, on ne connaissait pas, donc souvent on leur disait, écoutez, c'est le stress, c'est du post-traumatique, voilà, et puis tous les examens sont normaux, monsieur, madame, il n'y a rien de particulier. En fait, on s'est rendu compte au fur et à mesure qu'il y avait quand même une vraie pathologie. On se rend compte que le virus touche
même à la phase aiguë, le cerveau, il peut toucher différents organes, les muscles, le cœur, les poumons, etc., etc. Donc on découvre, et c'est ça qu'il faut que les patients comprennent, c'est effectivement, on les accompagne sur ce chemin-là, on est un petit peu en avance sur certaines choses, mais effectivement, on n'a pas des réponses sur tout, mais on essaie de les trouver. Alors, l'hôpital Foch a été un des premiers à proposer une prise en charge pluridisciplinaire. Maintenant, il existe des consultations anti-Covid dans plusieurs hôpitaux. Et quand on dit pluridisciplinaire, elle est vraiment pluridisciplinaire. Il y a des médecins, des infectiologues, des cardiologues, des pneumologues, des docteurs de rééducation, de nutri, des kinés, des psychologues. Il faut vraiment beaucoup de monde pour s'occuper de ces patients. Il faut clairement beaucoup de monde, parce qu'effectivement, quand on va parler des symptômes, ça peut toucher plein de sphères différentes. Ça a un impact psychologique important, ça a un impact nutritionnel important. Des fois, ça peut être des choses toutes simples. Effectivement, il y a besoin que d'un ou deux médecins. Mais effectivement, des fois, vous vous retrouvez avec des patients qui sont vraiment impactés à plusieurs niveaux sur l'organisme. Et donc, vous êtes obligé de les prendre en charge. Parce que, on va dire heureusement, malheureusement, on a tous une spécialité différente et on n'est pas capable de savoir gérer entièrement un patient. Donc, il faut pouvoir regrouper différents médecins qui ont différentes capacités et qui pourront, en travaillant en équipe, aider les patients sur ce chemin-là. On a beaucoup parlé dans cette émission et dans les rubriques du matin de l'activité physique. On se rend compte qu'elle est la pierre angulaire, bien évidemment des sportifs dont vous vous occupez, mais également des soins de support. Donc des patients qui sont en très bonne santé, enfin des patients, des non malades, des gens sains qui veulent pas devenir malades, des gens très sains, voilà, qui sont dans la prévention. Et puis à l'inverse, des malades très très graves auxquels on propose de l'activité physique, et on a besoin dans ces cas-là du spécialiste que vous êtes. Clairement, et il faut bien comprendre l'activité physique. Là, on en parle effectivement à travers le livre sur le Covid long, et on donne des conseils effectivement de reprise, on en reparlera éventuellement. Mais il faut bien comprendre que l'activité physique, c'est un médicament pour ne pas être malade, et c'est un médicament si on est malade pour des problèmes cardiologiques, pour du diabète, pour de l'hypertension, pour du cancer, tout un tas de pathologies sont améliorées à la fois sur du court, du moyen et du long terme par l'activité physique. Donc vraiment, c'est ce qu'on essaie nous de promouvoir, le meilleur médicament pour bien vivre, bien vieillir, quoi qu'il arrive. Je vous tiens, docteur Uzan, vous dites le meilleur médicament. Quelle posologie? Parfois, on nous dit 30 minutes quotidiennes sont suffisantes, certains disent 1 heure. La semaine dernière, je parlais d'une étude qui était 7000 pas par jour. Qu'est-ce qu'en pense le spécialiste du sport? En pratique, ce qu'il faut bien comprendre sur l'activité physique, là on parle hors de la problématique du Covid long, bien sûr, mais l'activité physique, plus on en fait, plus elle est bénéfique. D'accord? C'est vraiment dose dépendant, et la courbe est vraiment spectaculaire dans toutes les études qu'on voit passer. Elle est efficace à partir du moment où on fait un minimum de 30 minutes d'activité physique par jour. Activité physique, ça veut pas dire sport, hein. Activité physique, c'est je me dépense et je bouge. D'accord? Et donc, cette préconisation-là, c'est ce qu'on voit de plus en plus. C'est-à-dire que le fameux 30 minutes 3 fois par semaine, on est largement passé au-dessus de ça maintenant. Et donc, c'est vraiment plus je peux en faire, plus j'en fais, quel que soit mon âge. Et je sais qu'en vieillissant, j'ai intérêt à mixer des activités d'endurance et des activités aussi de renforcement de posture pour éviter les chutes, par exemple. Travailler aussi le gainage, le renforcement musculaire. Donc, il y a vraiment toute une façon de réadapter les gens ou de les réentraîner et surtout de les amener sur cet élément-là. Parce qu'en fait, c'est ce qui permet le point fondamental dans le vieillissement, c'est la préservation de l'autonomie. Et si je veux bien vieillir, il faut que mon autonomie soit préservée. La seule façon de la préserver, c'est l'activité physique. Fin de la parenthèse, revenons à notre Covid long. Dans votre ouvrage, vous dites le chemin de croix des Covid longs. Oui, ça a vraiment été ça, et ça reste encore en partie ça, parce qu'effectivement, c'est des gens qui sont restés avec des symptômes qu'on leur a jamais expliqués. J'ai répertorié dans certaines études 53 symptômes. Tout à fait. C'est vraiment, comme je disais, un cortège de symptômes. Vous pouvez avoir tous les organes de toucher. On perd du goût, perd de l'odorat, le truc classique dont on entendait parler initialement, qui peuvent durer plusieurs mois. Vous dites plus ou moins intense, sans lien et sans logique entre eux. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et on se retrouve avec des gens, effectivement, qui ont des palpitations. On a des gens qui ont une fatigue intense. Et c'est pour ça que ces gens-là, il faut vraiment les accompagner. Et une des critiques qu'on a souvent sur les réseaux sociaux, c'est vous préconisez du sport chez des gens qui sont pas capables de le faire. On ne préconise pas du sport chez des gens qui sont impactés par le Covid long et qui sont pas capables de faire 50 mètres. On préconise une reprise adaptée et progressive. C'est-à-dire qu'il est bien évident que la fatigue nécessite aussi du repos. Et ça fait partie de la prise en charge de ces patients-là. Mais effectivement, quand vous avez des patients qui sont capables de faire des activités
en tout cas un minimum, et qu'on peut réaccompagner sur ce chemin-là, on a clairement un effet bénéfique à les remettre à l'activité physique. Et donc vraiment les symptômes, effectivement on en a parlé, ces palpitations, cette fatigue, cette fatigabilité, des troubles neurologiques avec des troubles de la concentration. Je vais peut-être vous demander de dire un petit mot sur les symptômes les plus fréquents. Est-ce que véritablement la fatigue est le symptôme le plus fréquent ? On a eu le sentiment que la perte du goût et de l'odorat signait le Covid. Et en fait, le Covid long, ça pourrait être la fatigue, ça pourrait être des douleurs thoraciques, ça pourrait être l'oppression thoracique qu'on voit, nous, parfois en consultation. Exactement, effectivement, on a vraiment ce genre de symptômes. Alors, les deux principaux, on va dire, ou les trois principaux, cette fatigue, qui est vraiment parfois extrêmement intense et qui nécessite que les gens fassent la sieste en plein milieu de la journée parce qu'ils sont vraiment épuisés. Ces troubles neurologiques avec des troubles de la compréhension, des troubles on se rappelle pas de choses qu'on a dites quelques temps auparavant. Vous dites attention au fameux c'est dans la tête quand le patient se plaint. Ça c'est clair, effectivement, c'est pas dans la tête, c'est pas dans leur tête, c'est vraiment dans leur corps qu'ils ont ce genre de symptômes. Et effectivement, ces problèmes de concentration qui sont énormes et qui pour des gens des fois qui avaient une activité intellectuelle les bloquent complètement et les empêchent de travailler. C'est extraordinaire parce que le cardiologue que vous êtes dit, il est aussi important de prendre soin de sa santé mentale que de l'hygiène de ses mains. C'est exactement ça. Et effectivement, les derniers symptômes sont les symptômes cardiologiques, effectivement très présents, de palpitations, d'essoufflement et de douleurs dans la poitrine qui peuvent accompagner parfois ce Covid long. Vous évoquez l'hyperventilation. L'hyperventilation, oui. Vous dites elle est fréquente et invalidante. Vous pouvez nous dire un mot sur l'hyperventilation, en fait, c'est tout d'un coup, vous vous mettez à avoir une respiration extrêmement rapide, extrêmement superficielle, pour un niveau d'effort qui est parfois ridicule. Et donc, vous avez l'impression d'être comme un petit poisson en dehors de l'eau, d'être complètement incapable de respirer, d'avoir l'impression que vous allez vous asphyxier et mourir d'étouffement, alors qu'effectivement, dans la réalité, vos poumons sont sains, mais la commande ventilatoire est déréglée, et donc vous n'arrivez plus à réguler de façon efficace la respiration. Et chez le cardiologue, donc on apprend dans votre ouvrage, donc il existe un STOP, STOP, le syndrome de tachycardie orthostatique posturale. Terme compliqué pour dire que de temps en temps, ces patients se trouvent avec le cœur qui bat la chamade, c'est ça ? C'est ça. C'est en fait, c'est ce qu'on essaie d'expliquer. En fait, souvent, le Covid en fait a déréglé le thermostat de fréquence cardiaque, par exemple, et donc quand vous faites un effort, au lieu d'être entre 80 et 100 battements par minute en montant les escaliers, votre cœur il va monter à 150. Ou bien je suis au repos allongé dans mon lit, mon cœur va s'accélérer tout d'un coup à 120 battements par minute. Donc l'objectif pour nous, ça va être de rérégler ce thermostat de façon plus fine pour que les gens soient moins impactés par ces variations à la hausse et à la baisse qui ont été dues au Covid initialement. Alors, on essaye bien évidemment de comprendre ces symptômes. Vous dites qu'il y a eu de nombreuses tentatives d'explication. Malheureusement, il y a plus de questions que de réponses. C'est effectivement la problématique. Et il faut pas chercher des réponses parce que pour l'instant, on ne les a pas, clairement. Et on n'a pas vocation à dire qu'on a la science infuse et qu'on est capable d'expliquer tous les éléments qui se passent actuellement. Notre but à nous, c'est de soigner les gens et de leur proposer des choses pour les aider. Donc, c'est le but principal. Et l'idée, c'est vraiment, même si je suis pas capable d'expliquer tous les éléments qui arrivent, je peux les accompagner et les faire sortir, en tout cas pour certains, de cette situation qui est vraiment extrêmement invalidante pour eux. Et vous expliquez donc la démarche qui est adoptée par le docteur Barizien à l'hôpital Foch, avec qui vous collaborez. Donc, c'est une démarche que vous avez appelée la démarche Rehab Covid, donc ça c'est facile à retenir. Exactement. Et vous dites que ça permet de mieux cerner les troubles des patients, de catégoriser, vous avez expliqué que les symptômes étaient tellement nombreux et variés, et de proposer des solutions. Alors vous dites, on les hospitalise avec un bilan qui est un bilan complet, qui dure une demi-journée, j'imagine. Qui dure, on va dire, en fonction parce qu'ils ont été vus une première fois par un médecin, qui va d'abord effectivement voir un petit peu l'ensemble des symptômes qu'ils présentent et l'ensemble des pathologies à explorer. Et effectivement, en fonction du nombre d'examens qu'on aura à faire, ça peut durer plus ou moins longtemps et ça peut se faire aussi en ambulatoire, parce qu'on n'est pas obligé d'être hospitalisé pour ce genre de bilan. Alors, vous expliquez donc cette mise en œuvre de ce programme dans le livre. D'ailleurs, vous l'expliquez semaine après semaine. On va pas le détailler. On va renvoyer nos auditeurs à votre livre. Simplement parler donc des bases de ce programme, de façon à ce que tout le monde comprenne ce qu'il y a dedans. Et vous dites en fait l'entraînement physique, c'est un Covid war. C'est vraiment c'est la guerre. La guerre contre le Covid, très clairement. Et c'est une guerre avec des victoires et des défaites.
parce que l'amélioration, c'est pas une amélioration progressive et régulière. C'est je réussis à m'améliorer, j'ai des rechutes, je réussis à m'améliorer un peu plus, j'ai de nouveau des rechutes. Donc c'est une vraie guerre. Il faut accepter effectivement cette guerre de tranchées qu'on a en permanence. Pour pas que les patients craquent psychologiquement et puis disent finalement ça sert à rien et je m'effondre à chaque fois. Et 2, pour réussir à leur montrer avec des éléments objectifs les améliorations qu'ils vont obtenir. Alors vous expliquez, vous dites quand on part à la guerre, il faut un bon matériel, il faut une stratégie et il faut un entraînement progressif, régulier, varié, diversifié, dissocié, individualisé, plus du repos. Exactement. Et c'est là où j'insiste beaucoup. L'individualisation, elle est fondamentale. C'est-à-dire qu'on ne va pas réadapter tous les patients de la même façon. Il faut évidemment s'adapter à leur fatigue, à leur fatigabilité. Et évidemment, si vous voulez que les troupes puissent suivre, il faut leur donner aussi un peu de repos. Et ça fait partie du programme de façon évidente, parce qu'effectivement, comme on en a parlé, cette fatigue qui existe et qui est chronique chez eux, en tout cas pendant les premiers temps du diagnostic, elle est vraiment invalidante et elle les empêche parfois de sortir de chez eux tellement ils sont fatigués. Donc il faut que nous, on arrive à s'adapter à ça. Il faut déjà lutter contre cette sédentarité, même fatiguée. Vous dites qu'il faut respecter le repos, mais il faut quand même faire un effort. Vous avez une formule qui est une formule très explicite. Vous dites ça coûte psychologiquement, ça rapporte physiquement. C'est ça, c'est exactement ça. Et ça leur coûte énormément parce qu'ils sont épuisés. C'est des gens vraiment qui je peux donner des exemples, mais moi j'ai un patient marathonien, donc ça veut dire 42 km courus en 4 heures et en moins de 4 heures pour celui-là. Sorti en Covid long, il était incapable de marcher plus de 100 mètres sans être essoufflé, sans être fatigué. Il devait faire 2 heures de sieste tous les après-midi parce qu'il était impacté par ce virus. Donc effectivement, pour l'accompagner et maintenant réussir à lui faire courir, alors on n'a pas encore tout réglé, mais on est déjà à une vingtaine de kilomètres courus, ça a été un long chemin et il a fallu l'accompagner chez quelqu'un qui comprenait pas qu'il ait pu passer du haut de l'affiche à une catastrophe quand il se revoyait dans la rue en train de craquer tous les 50 mètres ou 100 mètres. Vous dites, c'est donc pratiquer cette activité physique, mais ne pas vouloir aller trop vite. Exactement. Et c'est ce qu'on essaie d'expliquer dans le livre, vraiment donner des tips, donner des petits trucs pour prendre le temps quand il y a besoin de le prendre, pour accepter de régresser pendant une certaine période, s'adapter effectivement à ça et pouvoir effectivement induire cette progression qui va vraiment avoir un effet et physique et psychologique, parce que quand les gens se voient et ressentent cette amélioration, ils sentent le changement vraiment rapidement. Alors le matériel, on a besoin, si vous voulez, d'un minimum de matériel. Alors vous dites il faut un cardio-fréquence-mètre, il faut mesurer sa fréquence cardiaque maximale, et vous avez une formule qui est simple, vous dites c'est 220 moins l'âge, et on fait les exercices à 60%. Exactement. Alors en pratique, effectivement, donc il faut un cardio-fréquence-mètre, vous savez, c'est ces petites montres qu'on met autour du poignet ou avec des petites ceintures autour de la poitrine. C'est bien les objets connectés, par exemple. C'est les Apple Watch ou les équivalents. C'est tout à fait bien et ça permet vraiment de se surveiller. Pourquoi c'est important ? Parce que si vous faites démarrer votre voiture en 5e et à 180, ça va pas marcher. Donc il faut qu'on y aille progressivement, première, deuxième, troisième, etc. Et donc le cardio-fréquence-mètre, c'est le compte-tour de l'organisme à l'effort. Et donc l'idée, c'est vraiment de travailler sur certaines zones spécifiques qui vont être définies soit par le test d'effort que les patients vont faire, soit si on n'a pas accès à un test d'effort ou qu'on veut essayer de se rééduquer tout seul, on se met sur cette formule de 220 moins son âge, qui donne une théorie, une formule théorique, une fréquence moyenne de fréquence maximale. Et donc, on va s'étalonner à partir d'un certain pourcentage de cette fréquence-là. Ça a une validité à l'échelle d'une population. Parfois, il y a certaines personnes qui montent au-dessus ou qui n'arrivent pas à monter à cette fréquence-là, mais ça permet déjà de les orienter. Et si les gens ont du mal avec ça, effectivement, le test d'effort sera un peu le gold standard de la suite. Vous en avez un qui est plus simple. Vous parlez d'un test de marche de 6 minutes qui permet de savoir où on en est. Exactement. On peut faire aussi effectivement, si on n'a pas accès à un test d'effort, on peut faire ce test de marche qu'on décrit dans le livre, qui permet d'avoir cette fréquence cardiaque de travail, puisque le test de marche se fait avec le cardio-fréquence-mètre, bien sûr. Et on pourra juste, à partir de là, définir au moins un premier temps de travail avant de pouvoir passer à l'étape du dessus. Et après, sur le contenu, là, vous expliquez, donc c'est parfaitement détaillé dans votre livre. Vous dites chaque séance doit faire entre 30 minutes à 1 heure. Alors, vous expliquez tout à l'heure avec votre marathonien, je pense qu'il commençait par 5 ou 10 minutes. C'est ça, l'idée vraiment, c'est j'y vais pas à pas. Effectivement, l'objectif à la fin, c'est d'arriver sur 1 heure soutenue, mais effectivement, les premiers temps, on arrivera à 5-10 minutes, avec même des pauses pendant ces 5-10 premières minutes, parce qu'on n'est pas capable de faire plus et de faire mieux. Mais en même temps, il faut bien comprendre qu'on fait des exercices qui vont être des exercices, ce qu'on propose dans le livre, des exercices respiratoires, des exercices de renforcement musculaire, des exercices de gainage, des exercices cardio courts, qui vont permettre, pas à pas,
de gagner et de regagner ce qu'on avait perdu. Et vous expliquez, alors, dans les séances, donc il y a 10-15 minutes d'échauffement, il y a les 30 minutes progressives d'activité physique, et il y a les étirements qui sont très, très importants. Effectivement, pour la récupération, pour éviter les blessures et pour permettre aux gens, effectivement, d'avoir un retour au calme progressif de la machine et musculaire et cardiaque. Alors, chacune de ces séances doit être régulière et suit le même protocole. Alors oui, effectivement, on a un protocole qui permet effectivement de cadrer et d'encadrer les gens dans cette amélioration. Et ce qu'on a fait vraiment à la fois dans le livre et à la fois dans les différents services qui s'occupent des gens qui ont des Covid longs, c'est vraiment de leur permettre d'avoir une régularité dans cette pratique pour réussir à s'en sortir à la fin, puisqu'on voit que la réadaptation permet globalement 60 à 80% d'amélioration chez les gens qui sont impactés par du Covid long. Alors je rappelle le titre de votre ouvrage, Covid long, comment s'en sortir, et vous terminez en disant il ne faut pas se décourager s'il y a des hauts et des bas. Vous dites il faut s'adapter à ce virus diabolique qui n'obéit pas aux prévisions. Exactement. Docteur Laurent Uzan, merci beaucoup. Merci à vous.